Tu enlèves ce comité, ça ne sert à rien. Oui. Moi, je vote. Nous votons pour des gens qui doivent prendre des décisions et des politiques. C'est au ministre de l'Environnement, ministre de l'Énergie, etc. de faire ça. Je me fiche de ce comité qui n'existait sans doute pas il y a 40 ans et qui ne sert à rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire quand on en est rendu là? Je veux dire, il y a ce monsieur qui a 80 ans, il n'est même pas capable de faire un tweet pour lui, de le citer dans son tweet. Et il préfère dire que c'est de la faute de Bruno Retailleau. Donc la France, c'est terrifiant ce que nous sommes. Notre espace médiatique est terrifiant de ce point de vue-là. On pourrait au moins avoir quelques sujets sur lesquels nous serions d'accord. Et pour le moins, sur ce dossier de l'Algérie. C'est pas Bruno Retailleau qui fait la provocation. Non, je voulais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon parce que vraiment, ce qui est toujours sidérant d'ailleurs, c'est que si... et on passe notre temps à dire ça, mais si c'était quelqu'un d'autre de Jean-Luc Mélenchon qui, dans une émission de télévision, avait attaqué comme ça un journaliste, mais vous voyez, toutes les sociétés de journalistes de France vont debout. Très bien, moi j'ai pas de souci, mais comment est-il possible dans un pays comme la France que c'est Yael Braun-Pivet qui l'a nommé ? Oui. Mais comment, je vous assure, mais au nom de qui, au nom de quoi ? Des gens qui ont trahi la France. Dans cette vidéo, elle a trahi le gouvernement Jospin. C'est invraisemblable. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais les marches blanches, la République sera forte, notre bras ne tremblera pas, etc. J'en ai ras-le-bol, en fait. Voilà, j'en ai marre. Donc on peut multiplier les marches blanches, on peut dire toutes ces phrases qu'on entend depuis des années, notre bras ne tremblera pas, nous serons à la hauteur et nous ne céderons rien. Bah si, c'est ce que disait Elisabeth, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est terrible parce que j'aime bien les gens qui s'expriment là, et notamment Marion Bartoli, mais elle fait preuve d'une naïveté quand elle dit l'important c'est le sport. Il y a un problème de culture chez ces gens-là. Ils sont dans leur monde. Madame Bartoli, elle est dans son monde, c'est une tenniswoman de haut niveau, et elle ne va pas au-delà de ça. Elle ne voit pas ce qu'il se passe. C'est pour ça que je parle de naïveté, et qu'il faut savoir ce qui se passe. Et elle est beaucoup moins bien placée pour parler de ça que précisément Maillard Monchipour. Parce que Maillard Monchipour, il a connu le régime des Mollahs. Il sait de quoi il parle, et il lui répond... Il faut que Mme Bartoli, elle entende. Il faut qu'elle accepte l'idée qu'elle puisse changer d'avis. Mais pour des gens comme Mme Bartoli... Dites pas que ça pose aucun problème. Allez à Molenbeek. Ne dites même pas cette fauche. Mais comment vous pouvez dire... Là-bas, les gens considèrent que le multiculturalisme, ça fonctionne pour beaucoup d'entre eux. Non, mais Paul, Paul, vous n'êtes pas sérieux. Et beaucoup de gens considèrent que le multiculturalisme fonctionne. Vous n'êtes pas sérieux, Paul, en disant que ça ne pose aucun problème. Aller à Londres ou... Oui, mais on a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures, que toutes les affaires ne sont pas traitées pareil. Il y a dans l'affaire du Alors je vais vous dire les choses telles que je les pense. Dans l'affaire de Crépol, j'ai jamais entendu le procureur prendre la parole. Jamais une fois. Ah oui, bien jamais. Mais il a eu tort. Oui, jamais. Et puis là, on prend la parole. Donc, je me dis, il y a des affaires, manifestement, qui, pour l'opinion publique ou pour l'espace médiatique, on marche sur des œufs. Et puis, il y a d'autres affaires, on marche peut-être moins sur des œufs. Je ne peux pas vous dire mon niveau d'agacement. Parce que vous avez cette dame qu'on paye pour rien. Vous avez sans doute une agence de publicité qui a fait ça. Ça coûtait une blinde. Non, mais jusqu'à quand ça va durer, en fait ? C'est pas la question d'argent qui me... c'est juste le vôtre, en fait. Oui, certainement, vous me sidérez tout. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Grégory ? Non, mais... Ah oui, bien sûr. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Grégory et des journalistes ? Mais là, toi. c'était une... Non, mais sérieusement. Oui, mais c'est l'exemple, bien sûr. C'est l'argument massu. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Kennedy ? Oui. C'est-à-dire... Vous voulez que je vous parle de l'affaire Marie Bénard ? Vous voulez que je vous parle de l'affaire de toutes les affaires criminelles ? Ah je peux toutes vous les faire. Mais oui, mais vous... Non, mais enfin, c'est ce que mais vous dites. vous en tirez quoi, là, Pascal ? De cette litanie un sur certain les grandes scepticisme d'abord, qui est de bonne loi. J'en tire une chose, c'est que les journalistes sont souvent pas très informés sur ces affaires-là, contrairement à ce qu'on dit. Il y en a très bons. Oui, il y en a de très bons, mais ils sont pas, par définition, c'est pas les mieux informés. Les mieux informés, c'est quand même ceux qui font l'enquête, première chose. Et la deuxième chose, et c'est la question que je vous avais posée, je m'interroge depuis le départ, pourquoi on a donné homicide volontaire à l'opinion publique. C'est tout. Elle récite le catéchisme médiatique. Mais Teddy Riner aussi, parce que c'est plus... Quand je dis naïveté, c'est tellement plus facile d'être de ce camp-là. Et là, je leur reproche, c'est tellement plus facile d'être de ce camp-là. De dire, mais arrêtez, tout va bien, ça pose pas de problème. C'est tellement plus facile. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'il dit, Monchipour ? La fille de Madame Bartoli,
elle sera peut-être obligée d'avancer dans la rue voilée. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre, et qu'ils ne croient pas. Quand Jean-Luc Et depuis Mélenchon 30 ans. récemment dit « taisez-vous » à un journaliste, vous avez vu cette vidéo incroyable. Aucun journaliste, les sociétés de journalistes, elles font piscine. Elles font piscine, les sociétés de journalistes. Mais amusez-vous, si Jordan Bardella ou Marine Le Pen disaient à un journaliste, taisez-vous. Amusez-vous à voir l'espace. Donc ça s'appelle le privilège rouge, tout le monde sait ça. Nathan, vous... Là où... Si, c'est vrai. Ben non. on verra. Pardonnez. Alors franchement, ce que vous dites est purement scandaleux, en fait. Pourquoi, Pascal? Ben vous accusez. Mais je lis la presse. J'accuse pas la famille. Mais enfin, vous croyez... Non, stop. Je n'accuse pas la famille. Mais vous croyez la presse? Ah, Mais vous êtes le quand seul même. en France. Ah bon? Et vous, non? Ah, ça, je ne crois pas. Je ne crois pas effectivement. Alors que des éléments. Vous dites aujourd'hui, vous dites aujourd'hui qu'il y a homicide volontaire, mais vous n'en savez rien. Et moi non plus. Enfin, c'est ce que vous dites et même sidérant. J'ai lu Le Parisien, donc il y a homicide volontaire. Le fait que les gardes à vue soient levés vont plutôt à l'encontre. Mais enfin, Olivier, soyez prudent. Vous êtes nobody. Tous ceux qui sont élus, tout ça, c'est du cirque. Ils ne servent plus à rien. Tous les hommes politiques ne servent à rien. Ils sont aujourd'hui dominés par le Conseil constitutionnel, par l'Europe, par le Conseil d'État, par ces gens-là. Gouvernement des juges. Donc, ces deux sujets, souveraineté du peuple, liberté du politique. Et celui qui est... Alors, moi, on prend n'importe qui sur le plateau pour en parler ensemble. Monsieur Barrot, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que, évidemment, il n'est absolument pas crédible. Mais non, mais vraiment, à chaque fois qu'il parle, je ne le crois absolument pas. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est formidable d'ailleurs. Mais il dit, c'est le moment pour nous de reprendre le contrôle de l'OTAN. Bien sûr. Hein, bien sûr. Mais tu sens vraiment quelqu'un qui te dit encore en chef de guerre, monsieur Barrot, je vais peut-être pas aller... Mais j'entends, mais convenez que, en fait, c'est une catastrophe dans plein de domaines. C'est un peu une catastrophe. Mais alors, dans plein de domaines, et que l'Europe, évidemment, que quand vous écoutez Thierry Breton et que vous écoutez Vance et Trump, vous choisissez rapidement votre camp. En fait. Mais on a le droit quand Parce même. que vous savez qui va vous protéger. Expliquer qu'une voiture d'avant 2011 ne peut pas entrer dans Paris pour des raisons idéologiques, ça n'a pas de sens. Non. C'est ça la vérité. Ça n'a pas de sens. C'est idiot. C'est bête et c'est stupide. Voilà. Donc, évidemment que tout ça est grotesque. Non, mais mais c'est la même chose. Et puis la voiture, c'est de travail. Concrète. Vous savez, quand je mets un continuum entre Laurent Fabius, ancien président du Conseil constitutionnel socialiste, et effectivement Monsieur Ferrand, quand je mets un continuum, vous savez qui est la personne qui dirige le contentieux au Conseil d'État? C'est Monsieur Champy. Vous savez qui est Monsieur Champy? C'est l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault. Faut pas me prendre pour un lapin là encore de 3 semaines. Je vous assure, faut pas. Moi, je sais que ce sont des décisions politiques. Oui. Effectivement, chacun s'abrite derrière le judiciaire. Monsieur Ferrand, c'est un homme qui vient du monde judiciaire ou qui est un juriste? Non. En 1980, Valéry Giscard d'Estaing, il a nommé le doyen Vedel. On était à un autre... D'accord. Mais il n'y a pas d'accord, en fait. Mais vous l'avez dit. Ben, je le dis et je le redis. Voilà, là, j'ai envie de dire, c'est la France. C'est Kafka, il a dit UBS. En fait, c'est Kafka. La France, c'est ça. La France, c'est ça. Voilà ce qu'on vient de vivre, c'est ça la France, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus rien à faire. Je pense, en fait, ces autorités administratives, et c'est tout le pouvoir de ces gens. Je regardais la carrière de M. Mestre. M. Mestre, il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, il est chevalier de la Légion d'honneur, il a l'ordre du mérite, il a tout. C'est vraiment... Non mais bon... Il a tout, mais il a tout, il a vraiment... Et tu vois toute sa carrière, etc. En fait, ils se sont fait un système aux petits oignons. C'est pour eux. Ces autorités administratives, ça permet simplement d'avoir un poste. Point. Ça ne sert à rien, monsieur, mais ça sert uniquement à lui. Point. Donc ils se sont construits, tous ces énarques et tous ces petits hommes gris, un système aux petits oignons depuis 40 ans pour inventer sur le dos des Français, parce que ça coûte une blinde. Oui. Je me permets de repenser à ce que disait Nicolas Sarkozy sur ce qu'il fallait faire avec Vladimir Poutine et combien il fallait être avec lui. Et combien il fallait compter avec la Russie, qui était la position de Nicolas Sarkozy, qui était évidemment la meilleure aujourd'hui par rapport à la folie qui nous a, depuis 3 ans, qui nous a fait entrer en conflit avec frontal, avec Vladimir Poutine. J'ai dans l'oreille Monsieur le maire, on va mettre à genoux la Russie. En fait, si je mettais toutes les déclarations des Français sur la Russie depuis 3 ans, je peux faire du stand-up. Quelle confiance vous pouvez avoir dans un Conseil d'État
qui valide une amende de 3,5 millions d'euros. C'est-à-dire quand le tribunal correctionnel trouve que ça vaut 4 000 euros, simplement. Quelle confiance? Moi, je n'ai aucune confiance dans le Conseil d'État. Aucune, vous entendez bien? Je n'ai aucune confiance dans le Conseil constitutionnel, aucune confiance dans le Conseil d'État, et une défiance totale pour la justice en France aujourd'hui. Parce qu'en fait, mais je suis sévère, mais comment, je vous répète, le Conseil d'État peut-il valider une amende de 3,5 millions d'euros parce que tu as traité en plateau quelqu'un de tocard? C'est très bien que Jérôme Guedj, évidemment, les méprise. Il a voté avec Rima Hassan en juin dernier et il votera avec elle à la première occasion lorsqu'il faudra s'unir pour faire barrage à l'extrême droite, comme il le dira dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, les mêmes causes. Ouais. Non, il n'était pas étiqueté par les apôtres. Vous dites est erroné, il a fait une législative sans avoir le logo Nouveau Front Populaire. Je vous répète. Pour le coup, l'exemple est mal choisi. Mais il y en a d'autres. Mais je suis désolé. Il était partisan du nom de la gauche il a voté avec Rima Hassan à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. On a un problème d'incarnation de nos leaders. C'est ça. On a un vrai problème d'incarnation. Ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur. Disons-le clairement, et vous venez très clairement de le dire. On va écouter Monsieur Vance. Le monde est en train de changer et il y a besoin d'incarnations très puissantes. Ouais. Il y en a eu en France dans le passé. Aujourd'hui, manifestement, elles ne sont plus au rendez-vous. Non plus, hein. Et en Europe non plus. Mais c'est ça le problème. Mais les petits hommes gris, ont pris le pouvoir de l'Europe. Je veux dire, la voiture électrique, on n'est pas prêt pour ça. En fait, l'Europe a fait n'importe quoi. Et c'est tout le problème en ce moment. Je pourrais vous montrer une interview qu'a faite Sonia Mabrouk tout à l'heure, qui est extraordinaire. Sonia Mabrouk a demandé, en France ou en Europe, vaut mieux Elon Musk ou Thierry Breton? Silence de Thierry Breton qui a dit « je ne comprends pas la question ». Je peux vous dire que nous, on la comprend bien, la question, en fait. Et on la comprend bien. Tout le monde comprend que cette Europe, elle a mis les Européens, et donc les Français, en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'Europe, d'ailleurs. Mais tiens, écoutez cette... qui en dit beaucoup, en fait, sur la déconnexion totale et de M. Breton et de tout ce qu'il représente. Il ne comprend rien. Ce qui se passe actuellement, c'est de la faute de Trump. Les difficultés auxquelles risque de se heurter Bernard Arnault pour exporter, c'est à cause André, mais André, c'est pas ce qu'il dit. D'accord. C'est pas ça qu'il dit. Justement, Bernard Arnault... vous allez taper sur Trump, c'est votre truc, vous êtes content, vous avez votre diable. C'est extraordinaire. Il parle de la technostructure européenne. Oui. Au lieu de parler de ça, vous parlez de Trump. Il parle aussi des droits de douane. Mais c'est pas le. Mais après, mais c'est autre chose. Il parle des exportations. Non, ce qu'il dit. Bernard Arnault est proche de Trump. Il a été invité à son investiture. Il a investi aux États-Unis. En fait, c'est insupportable. Pascal, je vous adore, mais c'est insupportable en fait. Pascal, je vous assure. Est-ce que je peux terminer? Oui, mais surtout, essayez. Est-ce que vous pouvez un jour dans votre vie ne pas réfléchir avec l'idéologie? Est-ce que un jour vous pouvez vous dire que c'est pas exactement ce qu'il dit, que Trump c'est autre chose? Il vous dit que la technostructure bruxelloise et que la France en rajoute. Oui. C'est ça que vous devriez constater. Je dis qu'il a raison. Mais je dis qu'il a raison. De Trump parce que je développe. Parce que je développe mon raison. Et pourquoi vous défendez Trump à ce point? Mais je le défends pas. C'est votre idole. Mais pas du tout. C'est votre idole, Trump. Avec ce qu'il fait sur les droits. Si la décision d'expulser nos ressortissants français est prise, nous y répondrons. Je vous assure, parfois tu souris. Il aurait pu dire notre bras ne tremblera pas. Vous savez la phrase. Nous serons inflexibles. Nous serons implacables. La réciprocité, c'est la norme. Hein, donc il y aura évidemment 12 Algériens qui vont être expulsés de France. Non, mais la vraie question, c'est Thomas Bonnet qui l'a posée. Est-ce que l'humiliation suprême, c'est de dire vous virez Bruno Retailleau et puis les choses peuvent se débloquer? Et donc à ce moment-là, c'est M. Tebboune qui fait le gouvernement. Et on ne touche à rien que le Premier ministre. Vincent Herouet, tous les matins, nous commentons depuis 150 jours Boualem Sansal, et j'ai l'impression que tous les matins nous disons, sinon la même chose, des choses qui se ressemblent. 13 000 demandes d'asile par mois, ça fait 130 000 par an. Souvent, lorsque une demande d'asile, ça veut dire que ces jeunes gens sont déjà sur le sol de France. Nous sommes d'accord. Ils sont déjà sur le sol de France. Donc,
dans beaucoup de cas, ils ne repartent jamais. Soit ils sont acceptés, soit ils deviennent OQTF ou déboutés du droit d'asile. Bon, donc c'est significatif. Donc on passe notre temps à dire que nous ne pouvons plus accueillir dans les meilleures conditions des clandestins ou des demandeurs d'asile, et malgré ça, rien ne s'arrête. C'est pas ça. Nos parents, dans ma génération, nos parents... donc ça revient au même. Il y en a ceux qui l'avaient... Oui, enfin, il y a beaucoup d'enfants de ma génération dont les parents avaient fait et étaient en Algérie, étaient restés 24 mois, 36 mois. Donc c'était... On dit la même chose. Par exemple, la chanson de Lama, c'est pas un hasard. Elle est venue percuter une société. L'Algérie, c'était un beau pays, etc. Elle venait percuter toute une génération de jeunes gens qui étaient allés se faire parfois trouer la peau entre 54 et 62. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais vous avez raison, mais donc dans les générations... Et c'était très présent dans la fiction. Je crois que c'est dans les parapluies de Cherbourg, où le jeune homme il part pour l'Algérie et sa fiancée veut pas qu'il parte. C'était très présent. Tous les gosses qui devaient partir en Algérie dans les années 60, évidemment, vous ne savez pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller, c'est ce que dit très justement Thomas Bonnet, vous allez descendre dans la rue et enlever le voile, c'est fini. C'est-à-dire que vous avez une autre culture, d'autres mœurs, qui sont sur le sol de France et avec lesquels il va falloir cohabiter. Et c'est la phrase de l'ancien ministre de l'Intérieur, côte à côte, en espérant que ce ne soit pas face à face. C'est ça la lucidité. Ça. On peut, non, je partage votre pessimisme. Autrement, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez Vous voulez faire le degré zéro de la politique de dire qu'il faut se soumettre. Non, mais attendez, mais c'est pas se soumettre, c'est le réel. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'il y ait une guerre civile ? Nous procurer l'un de ces messages. Regardez, surveillant, démissionnez tant que vous pouvez, si vous tenez à vos familles, à vos proches, ou encore Gérald avec Darmanin. Au moins 2 fautes d'orthographe. Oui, surveillant au singulier et démissionné à l'infinitif. Monsieur Millet, vous vous rendez compte ? Il y en a d'autres aussi. Tous les surveillants. Voilà. Gérald Darmanin ne va pas protéger, tous les surveillants de France. Oui. On passe les fautes d'orthographe, mais ces messages... Et également la ponctuation, parce que c'est très intéressant. Je voudrais qu'on revoie, parce que justement, c'est très intéressant aujourd'hui, parce qu'on reçoit tous des textos. Ce qui me frappe, c'est que la ponctuation n'existe plus. Vous voyez, ça serait... Et si on voulait vraiment écrire... Je pense que ça a été dicté. Ah, vous pensez ? Oui, c'est possible. Bon, surveillant... Ah non, il n'y aura pas de faute. On devrait mettre surveillant 2 points, a priori. En creux, il dit que l'État n'a fait que reculer. Parce qu'il dit que l'État fait aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait hier. Donc c'est une pierre, par exemple, dans le jardin de tous les anciens ministres de la Justice. C'est ça qu'on peut... Exactement, nous sommes d'accord. De laxisme. Mais quand je disais tout à l'heure qu'on paye toutes les factures en même temps, et c'est bien le problème que nous vivons aujourd'hui, toutes les factures, 40 ans d'inaction, d'inertie, de mauvaises décisions, 40 ans, boum, tout sort. L'école, les prisons, l'économie, etc. Donc c'est pour ça que ce moment est très particulier, Éric Nolot. Quoi ? Bon, la République, vous savez, l'islam, la République, tout ça, c'est... Oui. Moi, je ne dis qu'une chose, l'islam ne correspond pas à l'histoire de la France, ni plus ni moins. Oui. C'est tout, ni plus ni moins. Donc je suis au minimum pour ne pas... Et nous avons pu vivre pendant des décennies où cette question-là n'était pas inflammable, et où ça s'est bien passé. Donc nous pouvons y revenir. Mais alors, si ce n'est la question du nombre dans certains quartiers, qui est un vrai problème. Cher ami, je vais vous répondre. En 1981, vous savez combien il y a de mosquées en France ? Non, mais vous avez... 5. Vous savez combien il y en a aujourd'hui en France ? Beaucoup plus. 2800. Oui. Donc ne me dites pas qu'avant on a pu en vivre, puisqu'avant le problème n'existait pas. Donc si j'ose dire, la revendication identitaire n'existait pas. Mais là je vais sortir ma carte magique. Ah, Salvador ? Eh oui, je vais sortir ma carte magique du Salvador, puisque si je vous propose les images, si je vous propose les fameuses images que nous voyons régulièrement et la manière dont sont enfermés à vie les narcotrafiquants au Salvador et les prisons qui ont été construites très vite et les solutions qui sont proposées, je ne dis évidemment pas qu'il faut faire ça en France. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont enfermés arbitrairement et les droits de la défense, je ne suis pas sûr. Le modèle de la France, c'est plutôt l'Italie que le Salvador. Oui, je ne dis évidemment pas ça. Je dis aujourd'hui que... Non, mais vous le présentez un peu comme une sorte de modèle. Entre le Salvador et puis les narcotrafiquants dehors, qu'est-ce que vous préférez ? Il y a quand même beaucoup de gens enfermés arbitrairement au Salvador. Oui. Donc là, on est dans le mensonge absolu d'expliquer que c'est de la faute d'Elon Musk. En fait, vous savez, il y avait un vieux slogan dans le temps, on disait « plus c'est gros, plus ça passe ». Et ce qui est frappant, oui, effectivement, non, mais c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et plus c'est gros, plus ça passe. Et Monsieur Vanier, comme beaucoup de gens de la France insoumise, et puis parfois d'autres hommes politiques, plus c'est gros,
plus ça passe. Nous sommes avec Sarah Salman, qui ne sera pas sur son portable, parce que beaucoup de gens nous écoutent ou nous regardent et parfois disent « Mais arrêtez vos chroniqueurs qui passent leur temps sur leur portable ». Olivier de Lagarde, bonjour. Bonjour. Même remarque. L'Assemblée nationale est folle. Je ne peux pas dire autre chose. Écoutons la séquence à l'Assemblée nationale, mais on est à un niveau aujourd'hui d'hostilité, de haine sur ces sujets-là qui est insupportable. Écoutez le ton de M. David Guiraud lorsqu'il s'exprime quand même à un ministre de la République. Écoutez ce ton qui, effectivement, personnellement, me choque et doit choquer beaucoup de gens. On a vérifié, et en fait, ce qu'on fait là, mais personne ne le fait dans la presse française, visiblement. Personne ne vérifie. Le fameux check news là, de nos amis Libération, ils devraient le faire, là, mais alors, et puis d'autres émissions, mais personne ne le fait, là. On prend, c'est toujours pareil, le privilège rouge. Pour argent comptant, les justifications de Jean-Luc Mélenchon. La peur que j'ai, c'est que on m'impose ou on impose, en l'occurrence à mes enfants plus tard, etc., dans une société qui serait testée sur ces sujets de l'islam, qu'on impose, et ce qui se passe parfois dans des pays où l'islam est majoritaire, qu'on impose à tout le monde des mœurs nouvelles qui ne correspondent pas à la société française. Elle est là, cette peur. Je l'ai dit tout à l'heure sur Europe, et c'est Gilles William Goldnadel, on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Tout devient dingue. Tout devient dingue, tout devient fou. Voilà, tu veux réécrire Blanche-Neige, écoute, laisse Blanche-Neige là où elle est, propose aux enfants de rêver, ils seront adultes bien assez grands. Plus le temps de l'enfance est prolongé, mieux c'est pour tout le monde. Donc vous voyez bien qu'il y a quelques suspicions qui sont mises en place pour cette blessure ou cette fausse blessure à ce moment-là. Mais si tel est le cas et s'il y a enquête, c'est très grave, parce que le joueur qui a fait ça, il aurait dû être exclu. Et le match, pourquoi pas, et le club, pourquoi pas sanctionner. Donc tout cela n'est pas neutre. Les forces de l'ordre ont procédé ce matin à l'évacuation de la Gaîté Lyrique dans le 3e arrondissement. La salle de théâtre parisienne était occupée depuis plus de 3 mois par des centaines de jeunes migrants. Je disais depuis quelques jours, dans quel pays pourrait-on admettre ce type d'événement? C'est triste d'avoir des énergumènes. C'est une honte. C'est odieux d'ailleurs, qui prennent la parole, qui déversent cette haine-là, qui dit que c'est l'Algérie, que c'est une agression l'Algérie autour de ça. Et vous avez vu tous ces jeunes gens qui se lèvent autour. On n'a pas de chance vraiment d'être dans cette séquence. Mais qui les a élus? Je vous assure, on n'a pas de chance. Parce que ce niveau d'intervention... Là, il sait très bien, Jean Dujardin, qu'aujourd'hui, on porte un point de vue moral sur le film qu'on traite. À Cannes, on récompense des films dont le sujet est moral. C'est un peu un clown. Il fait croire qu'en fait, il va peut-être démissionner. Monsieur Retailleau est un clown, dites-vous? Oui. Oh non, oui, écoutez, là, franchement, non, écoutez, alors, Ludovic, ce mot, vous rendez compte, il est ministre de l'Intérieur. Moi, je le connais, Bruno Retailleau. Je veux dire, on peut critiquer une politique, je vous assure, mais il est tellement engagé, tellement investi, il est tellement cohérent, il est tellement... Non, ça fait pas des années, il est ministre de l'Intérieur depuis moins d'un an. Mais monsieur Pro, c'est payé, c'est un truc déjà qui sert à rien, c'est un truc, un comité théodique. On peut s'interroger sur l'efficacité et l'utilité de ce comité, ça oui. Ça sert absolument à rien. C'est comme toujours une usine à gaz. C'est toujours pareil. En fait, moi, j'ai appris que ce comité existait quand, avec sa nomination. C'est toujours la même phrase. Tu ouvres le coffre. 40 personnes que tu payes en France pour rien. Donc, tu ouvres le coffre et tu te dis, tiens, Madame Voynet, qu'on t'a pas revue depuis des années, qui est nommée dans ce truc-là. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable que ce pays fonctionne. Un trait de plume sur tous ces gens. Tu enlèves ce comité de mon cul sur la commode, mais je peux pas vous dire autre chose. On est dans une séquence morale qui a débuté il y a 10 ans, 15 ans, et qui, dans tous les rouages de la société, est présente. C'est vrai chez les journalistes, qui ont une carte de prêche, c'est vrai dans la justice, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans les relations hommes-femmes, c'est vrai dans toutes les relations. Alors parfois ça peut avoir du bon, mais le jugement qu'on pose sur les sujets est d'abord un jugement moral. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie politique aujourd'hui ? Quand vous êtes à gauche et que vous faites de la politique, vous grimpez entre guillemets dans l'échelle sociale. C'est-à-dire que je vois messieurs Delegu, etc., leur engagement à gauche est synonyme de monter dans l'échelle sociale. Quand vous êtes à droite, vous baissez.
dans l'échelle sociale. Votre engagement politique, c'est que vous étiez promis, pourquoi pas, à une carrière intéressante sur le plan financier, vous pouviez avoir des jobs extrêmement rémunérateurs, pourquoi pas. Si vous vous engagez à droite, et dans le temps, les meilleurs venaient dans la politique. Aujourd'hui, les meilleurs, ils sont PDG de Carrefour ou souvent, je cite le cas d'Alexandre Bompard. Alexandre Bompard, dans un autre monde, il aurait peut-être fait de la politique. Aujourd'hui, il est chez Carrefour. Voilà. Pourquoi ? Il a peut-être pas envie d'être... Pardonnez-moi, c'est trivial ce que je veux dire. Il a peut-être pas envie d'être emmerdé, en fait. Bien sûr. Il a peut-être envie de gagner beaucoup d'argent, et puis il a pas peut-être... Alors quand tout sera bien, peut-être qu'il reviendra à la politique. Mais c'est très intéressant. Donc qu'est-ce qui va se passer si on se projette ? Il ne va plus avoir... Les meilleurs ne viendront plus. Les meilleurs ne viendront plus, parce qu'il y a trop de coups à prendre. Parce qu'ils sont tellement hypocrites qu'ils auraient regretté qu'elles soient passées sous un bus. Que je les connais, vous savez. Ils auraient au contraire pleuré pour la première fois de leur vie, ou fin de pleurer. Des larmes de crocodile. Exactement. En disant quel dommage, il eût fallu qu'elle aille devant les électeurs pour qu'elle soit battue. Voilà ce qu'ils auraient dit. Je les connais bien, vous savez. Vous avez raison. Enfin, je veux dire, c'est un syndicat, c'est des magistrats. Donc alors, du coup, ce que vous êtes en train de me dire, si je suis votre raisonnement, Monsieur Pro, je vais aller dans votre sens et je suis votre raisonnement. Allez. Du coup, ça veut dire que ça sert à rien de faire appel pour Marine Le Pen. Pourquoi elle fait appel ? Mais parce qu'elle croit en la justice, et moi aussi. Donc elle croit en la justice, mais... Quoi, les jours pairs, les jours impairs ? Je ne comprends pas. Mais écoutez, si vous ne comprenez pas, je m'étonne que vous ne compreniez pas ce que je dis. Franchement, allez au bout de votre raisonnement, Monsieur Pro. Le bout de mon raisonnement, c'est qu'un magistrat qui est syndiqué à la magistrature, s'il doit juger Madame Le Pen... Donc elle va devoir choisir le magistrat qui pourra juger son recours. C'est pas elle qui choisit. D'ailleurs, je pense que en l'espèce, les... magistrats qui ont pris ce jugement ne sont pas du syndicat de la magistrature. C'est pas le sujet. Je dis simplement que lorsque vous dites que la magistrature est libre et indépendante, je vous soumets ce qu'a dit ce syndicat et vous ne répondez pas encore à ma question. Qu'est-ce que vous pensez d'un magistrat syndiqué de la magistrature ? 3 juges. 3 juges. 3 juges. 3 juges. 3 juges en France décident d'une élection présidentielle sur une interprétation de l'exécution provisoire qu'on peut contester. 3 juges. Donc effectivement, ça frappe l'opinion publique, forcément. Sur ce rassemblement, Xavier Bertrand, qui dit des choses toujours très intelligentes, a dit « je ne veux pas d'un nouveau Capitole ». Donc vraiment, on a un niveau de politique, c'est intéressant. Vraiment, Xavier Bertrand, chaque fois qu'il parle, c'est pour dire quelque chose d'intelligent. Donc c'est formidable. Je suis content qu'il existe encore des hommes d'État en France. Et ce que vient de dire M. Bayrou, c'est la parole d'un homme d'État. Précisément. C'est aller au-delà de son camp pour dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de nous. Et ces choses au-dessus de nous, c'est la vie démocratique. Contrairement à ce que dit M. Vallot, c'est pas remettre une décision de justice que nous évoquions hier. C'était pas ça du tout. C'est simplement dire sur une décision aussi grave, ce que vient de dire très bien et beaucoup mieux que je ne pourrais le dire M. Bayrou, c'est-à-dire qu'il faut un recours sur une décision aussi importante. C'est la carte de prêche, bien souvent. Donc, c'est pas sous-entendre qu'il dit, c'est dire. Il sous-entend pas du tout, il dit les choses. Mais d'avoir une position morale quand tu es journaliste, de dire, mais c'est pas sous-entendre. Non, c'est pas sous-entendre, c'est dire les choses. Et puis, c'est pas parce que Marine Le Pen dit que le ciel est bleu qu'il faut contester le fait qu'il soit bleu. Moi, je vous assure, sur le fond, d'empêcher Madame Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle, parce que elle aurait fait travailler, ce qui est déjà très contestable, parce que, évidemment, quand tu es un député, quand tu es assistant d'un député, va faire la différence entre le travail que tu fais pour le Parlement européen et le travail pour ton parti. C'est une affaire de corne-cul. Vous et le Rassemblement national, ce sont les premiers à l'Assemblée nationale et dans tous les hémicycles à dire qu'il faut l'inéligibilité à vie. Mais je leur ai dit de la même manière avec M. Chenu. À chaque fois, je pose ces questions. Et donc là, ils sont en train de se retourner parce que ça les concerne. C'est la loi pour les petits copains. Enfin, je comprends pas. C'est insupportable pour les gens, monsieur, qui nous écoutent, vous savez. Les gens, écoutez, laissez-les. Les gens, pour le moment, ils ont mis Marine Le Pen devant. C'est pas si insupportable. Et donc ne parlez pas au nom des gens. Parce que personne ne sait comment les gens... C'est tellement facile de dire les gens, les bons. Ça, je vous reprendrai au mot sur ça. C'est trop facile de dire les gens, Mais oui, les gens. Il n'y a qu'une chose qui compte, ce sont les résultats. Je m'aperçois que Marine Le Pen, elle a été reconnue coupable. C'est un résultat. Pardonnez-moi, je ne parle pas de ça. Qu'elle soit coupable, c'est pas mon problème. Si, c'est un sujet. Mais je vous parle de la souveraineté du peuple. Je vous dis, il y a une question de principe que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes pour une peine d'inéligibilité, vous ? Oui ou non ? Ce dont ils ne se rendent pas compte,
c'est l'opinion publique qui, effectivement, ne bouge jamais. Elle ne va pas descendre dans la rue pour cela. Mais ça infuse. Donc, quand il y a la Roumanie, où un homme est empêché de se présenter, quand il y a l'ARCOM, quand il y a un ancien président de la République qui est condamné à 7 ans... Dévoré par ses ambitions personnelles. Exactement, avec des magistrats qui... forcément, ça crée un certain climat, et les uns et les autres peuvent estimer que cette justice... Aujourd'hui, elle rend des décisions politiques. Ni Collard, ni Maréchal. Éric Nolot, pardonnez-moi, ce que vous dites ce matin, vous l'auriez dit hier, je ne vous aurais rien dit, mais vous êtes, déjugé par l'audiencement rapide en 24 heures. C'est-à-dire que même la justice ne pense pas ce que vous pensez vous. Qu'est-ce que je pense ? Je dis que c'est une décision raisonnable parce qu'elle fait pièce. La justice a compris. La décision était excessive. C'est l'essentiel. Oui. Mais enfin, c'est l'essentiel. Même la justice l'a compris. Oui. La justice a compris qu'il n'était pas possible de tenir en France avec une décision comme celle-là. Mais c'est l'essentiel. Leurs opinions. Mais c'est pas ce qu'on dit, André. André, pardonnez-moi, c'est pas ce qu'on dit. Évitez de prôner la suppression ou l'interdiction des syndicats de magistrats. André, je veux votre avis. Non, parce que, pardonnez-moi de vous couper, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un magistrat qui appelle à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de ce qu'ils appellent l'extrême droite. C'est ça le sujet. Qu'en pensez-vous ? Tout le monde, évidemment, connaît bien le sujet maintenant. Tout le monde, comme toujours, est devenu un spécialiste du droit constitutionnel ce week-end. Tout le monde a un avis. Ultra-crépidarien, ça s'appelle. Ça s'appelle comment ? Ultra-crépidarien. Vouloir donner un avis sur tout sans savoir de quoi on parle. C'est notre boulot, quoi. Moi, je traduis ça en disant c'est des toutologues. Oui, ou des toutologues. Mais répétez le mot parce que c'est un mot savant. Ultra-crépidarien. Oh là là. Nous sommes sur ultra-crépidarien. Non, mais bravo, franchement. Ultra crépidérien. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que, et c'est encore faire le procès de l'espace médiatique, c'est que tout le monde n'est pas interrogé de la même manière. Donc évidemment, M. Hetz, on ne lui pose pas des questions aussi précises. M. Hetz, que pensez-vous de cela ? Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Mais tout ce qu'on dit là, le public le sait bien. Donc j'ai envie de dire, c'est pas si grave que cela, puisqu'il décode tout, le public, aujourd'hui. Il décode tout. Cher ami, je ne fais aucune fixation sur rien. Je dis simplement que lorsque le syndicat de la magistrature a devant lui un représentant du Rassemblement national, je lis ce qu'il dit. Il appelle l'ensemble des magistrats à se mobiliser contre l'accession au pouvoir. C'est quand même pas moi qui l'ai écrit, bon sang de bois. Enfin, vous êtes fascinant. Vous me parlez des magistrats d'extrême droite, c'est pas le sujet. Aucun magistrat d'extrême droite. Quelle est votre solution ? On va sonder les reins et les cœurs des magistrats pour savoir s'ils sont de droite et les empêcher de juger. Quelle est la solution ? Déjà, la solution, effectivement, je pense que c'est pas une bonne chose que les magistrats soient syndiqués. Les militaires ne le sont pas. On va être sérieux et grave, parce que je viens d'écouter Rima Hassan. Et vraiment, je suis effondré. Parce que Rima Hassan, elle ne représente pas qu'elle, elle représente un mouvement, elle représente beaucoup de gens, parfois, qui pensent comme elle. Je retiens 2 phrases qu'on va écouter. Elle a dit 2 choses qui me paraissent horribles. Vous entendez bien, horribles. 1, les Bibas n'ont pas été assassinés. Les Bibas, comme elle parle, les Bibas n'ont pas été assassinés. 2, le Hamas a une action légitime. C'est vrai. Le Hamas a une action légitime. Entendez la puissance et la force de cette phrase. Je ne sais pas s'il y aura des réactions. Je trouve ça... Je suis, comme tout le monde, entre le chagrin et la colère. Que Jean-Noël Barrot, hier, je le répète, c'est un exercice, j'ai rarement vu ça. Oui, mais ça vous fait rire. Moi, de soumission. Oui, ou de soumission. En fait, tu comprends que c'est un homme qui n'est pas fait pour être ministre. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est vraiment le haut fonctionnaire type. Mais il est là pour ça. Il a été choisi pour ça. Oui, voilà. Mais c'est le Quai d'Orsay, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Oui, non, mais il n'y a pas de Quai d'Orsay. Il y a l'Élysée, point barre. Enfin, il y a d'accord. Alors c'est un collaborateur du président de la République. Ah oui. Ce côté habile, évidemment qu'il est habile, qu'il est intelligent, on dit toujours la même chose, mais c'est pas le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas le problème. Donc on est avec des dirigeants qui ne font que de la com. C'est Bruno Le Maire qui dit des choses aussi bêtes que je vais mettre la Russie à genoux. Aussi bête
que ça. Et uniquement la moraline est là, la communication est là, et on est dirigé par ces gens-là. Oui, mais le président Macron, il n'est même pas venu une fois sur CNews. De quoi vous parlez? Ça fait 8 ans. Il vous interdit pas. Il n'est pas venu une fois. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est différent. Et quand Élodie Huchard lui pose une question, Élodie s'est fait engueuler, pardonnez-moi ce terme un peu trivial, par les services de l'Élysée, parce qu'elle avait posé une question au salon de l'agriculture. C'est possible. Vraiment pas. Le timing de la question que la nature de la question quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des relations parfois compliquées. Je ne sais pas si ça fait réagir l'avocat que vous êtes. Moi, je propose une solution toute simple. Tout étranger en France qui ne veut pas être récupéré par son pays reste en prison jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez, c'est assez simple. Je suis pas sûr que c'est lui qui veuille pas, en l'occurrence. Non. Parce que c'est son pays qui veut pas le récupérer. C'est ce que j'ai dit. Ah pardon, je vous ai mal compris. Tout étranger en France qui ne veut pas être récupéré par son pays, comme je viens de vous le dire, il reste en prison. Alors il faudra construire beaucoup de prisons. Parce que là. Mais c'est pas le problème en fait. Ce n'est plus le problème. C'est le problème. C'est pas. Mais ce n'est plus le problème. Mais il faut changer la loi en réalité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le droit positif. Ou alors vous acceptez que demain vous serez tué. Et on a le sentiment que tout ça aurait pu être évité, que l'Europe en gros a fait n'importe quoi, et qu'aujourd'hui le shérif a sifflé la fin, non pas de la récréation, parce que je le répète, il y a 1 million de morts. Et c'est vraiment... Les dirigeants européens ont été globalement, du début jusqu'à la fin, pas très bons, je vais le dire comme ça. Voilà. Florian Bachelier, on le verra là. Si à Dieu ne plaise, il y a un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vous verrez que des gens comme Édouard Philippe et d'autres diront « je préfère Monsieur Mélenchon à Marine Le Pen ». Vous le verrez. Ou ils diront « je m'abstiens ». Personne ne dira dans ce camp-là. C'est pas ce qui compte, ce sont les électeurs, ce ne sont pas les élus. Mais la dynamique électorale est pour LFI. Alors, moi, je entre en premier tour, on choisit, au second, on élimine. Je vais vous dire, j'entre en conflit toujours avec ceux qui ne choisissent pas. Ouais. Bon. Entre Jean-Luc Mélenchon et... Moi, je choisis... Est-ce que je peux terminer ma phrase? Oui. Entre Jean-Luc Mélenchon et les talibans, je choisis Jean-Luc Mélenchon. Je choisis toujours. Êtes sûr? Ah oui. Si. Bien sûr. Et les talibans, oui. Bien sûr. Les talibans, oui. Bien sûr. Toujours. N'en doutons pas. Vous facilitez le raisonnement. Je choisis toujours. Donc vous êtes d'extrême gauche. Face aux talibans. Ne blaguez pas. Je trouve que c'est triste, pour tout vous dire. C'est surtout ça. Et comment dire, ça va infuser dans l'opinion publique, toutes choses égales par ailleurs. Je ne veux pas dire que c'est le référendum de 2005, que les Français, évidemment, avaient voté non, et puis on leur a fait avaler le oui. Je ne veux pas faire un parallèle, mais ça infuse. C'est-à-dire c'est le Covid, c'est tous ces sujets-là, une vérité officielle sur le Covid, une vérité officielle sur la vaccination, une vérité officielle sur tout. Ça infuse. Et donc les gens se disent, par exemple, la 69, c'est ça, c'est des petites choses, bien sûr. Et à un moment, les gens, ils vont dire... La liberté d'expression battue en brèche. Fini. C'est très important. Et Trump, pourquoi pas? Est-ce que vous connaissez la carte dorée? Ah, vous savez pas ce que c'est que la carte dorée? Eh bien, on va écouter Donald Trump, parce que c'est évidemment... Alors, c'est transgressif ce qu'il dit. Quel était le mot qui était employé souvent pour Emmanuel Macron? Non, disruptif. Voilà. Ce qu'il a dit, je trouve ça extraordinaire. Mais après, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, hein, loin de là. Mais c'est une sorte de deal... On voit vraiment, c'est une autre manière de voir la politique. Vous êtes au courant de ce qu'il a dit, la carte dorée? Non. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous voulez être citoyen américain? Non. 5 millions d'euros. Ah non. 5 millions de dollars et vous bien citoyen français. 5 millions de dollars et vous devenez... Faut payer. La carte dorée. Alors, écoutez, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans notre émission ou dans l'actualité, c'est quelque chose que personne n'a jamais dit. Eh bien, ce qu'il dit là, personne ne l'a jamais dit. Et c'est pour ça que je vous le propose ce matin. Écoutez, Donald Trump. Il y a un courant d'extrême gauche en France extrêmement puissant. Dans les médias, dans la justice, en politique. Et moi, je fais un continuum. J'ai lu Libération ce matin. C'est très intéressant de lire Libération. Je l'ai sous les yeux. Libération valide complètement cela. Libération dit pour les juges aucune raison impérative d'intérêt public majeur, etc. Donc il y a un édito très intéressant. C'est très intéressant à lire, Libération. Pourquoi? Parce qu'il y a un continuum entre cette presse-là, qui détestent au fond le monde capitaliste, le monde économique, etc. Parce que là aussi, ce sont des militants qui ne savent faire qu'une chose, militer, et qui détestent
par exemple, Pierre Fabre, pour eux, c'est le diable, puisqu'il est chef d'entreprise. On peut quand même s'interroger, et on a le droit également de s'interroger, si on est en guerre, si Emmanuel Macron est le bon chef de guerre. J'ai le droit de m'interroger. Mais on prépare la guerre. J'ai le droit de m'interroger. Parce qu'avec ce que je viens de vivre pendant 8 ans, je suis. Si c'est la même équipe qui prépare, qui vient de faire pendant 8 ans, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je vous le dis comme je pense, parce que vu le bilan. Moi, je vais vous dire, je pense que ce monsieur, ses prises de position lui permettent d'exister sur les médias. Parce qu'à partir du moment où tu as ces positions-là, tu es invité sur les médias. Et puisque tu viens de taper sur CNews. Et on est au cœur de nos démocraties. Et les uns et les autres, souvent, ces dernières années, ont le sentiment que l'immigration massive, par exemple, en France, ils ne l'ont pas acceptée. On ne leur a pas donné leur avis. Et ils la subissent. Alors effectivement, c'est pas ce qu'ils ont décidé. Et je pourrais multiplier des exemples sur beaucoup de sujets où ces dernières années, les peuples ont eu le sentiment de ne pas être entendus. J'ai vu cette hier interview, j'ai pensé que c'était un deepfake, c'est ça qu'on appelle ça un deepfake, que c'était pas lui qui parlait. Pas du tout vous dire. Et j'ai demandé qu'on vérifie. Bien évidemment. Et on a vérifié, on est allé sur le site de TV5 Monde, etc. Absolument. Donc vous avez Jacques Attali qui explique que la seule menace, c'est l'islam radical et que l'Ukraine, la Russie, mais on s'en fiche, c'est leur affaire. On est en 2015. Vous le savez, avec les différents gouvernements. Faudrait voir d'ailleurs les nouvelles taxes qui existent dans ce gouvernement. Parce il y en a sûrement d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres, effectivement, et ils ne te le disent pas. C'est vraiment les frères Raptou. C'est la chanson des inconnus. Absolument. On est les frères Raptou que va nous retrouver notre ami Fabrice. Je pense qu'entre le Covid et effectivement le sujet Ukraine, il y a une différence de degré, mais pas de nature. En fait, c'est les mêmes reproches et les mêmes réactions, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Bon, un président de la République qui avait dit « nous sommes en guerre 6 fois » et qui avait, me semble-t-il, dramatisé peut-être la situation. C'est en tout cas... Ça a évité des dizaines de milliers de morts en France, et tant mieux. Mais oui, mais c'est la réalité, elle est là aussi. C'est que parfois, appuyer sur des mots, ça permet à chacun de prendre conscience du danger qui nous guette. Pardonnez-moi, dire en mars 2020, uniquement les personnes âgées doivent se confiner. La difficulté, c'est qu'on a confiné tout le monde, et notamment les jeunes, et qu'on a demandé à chacun de se faire vacciner. Il peut y avoir discussion. C'est tout ce que je dis. Éric Nolot, vous êtes un spécialiste de la littérature. Oui. Vous êtes horripilé quand des gens parlent littérature et qui ne connaissent pas, parce que vous avez une expertise en ce domaine. Et pourquoi je suis là alors? Excusez-moi. Mais parce que vous êtes un remarquable commentateur. Ah non, mais là vous choquez pas. Moi je pense comme vous. Moi je vous le dis. Mais je pense comme vous, et je pense qu'ils n'y peuvent rien, les pauvres. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance, en tout cas moi, d'avoir des parents qui se sont occupés de moi et puis qui m'ont élevé. Que serais-je si je n'avais pas eu un père, une mère qui m'ont accompagné? Et je pense que les profils de ces jeunes gens, ils ont été parfois massacrés dans l'enfance, bien évidemment, et ils n'ont pas eu la chance d'être accompagnés, bien évidemment. Je trouve que c'est horrible pour eux, c'est pour ça que j'ai envie d'une forme d'indulgence pour eux, bien évidemment, mais je pense surtout à la société. Donc je pense qu'ils sont irrécupérables. On peut penser ce qu'on veut de Trump, mais il y a une efficacité du message et du langage politique. Il dit des choses qui sont compréhensibles par le plus grand nombre. Puisque la France insoumise me taxe d'être extrême droite et de relayer ses idées et d'en être un relais privilégié. Évidemment que c'est quand même très très compliqué. Écoutez, il y a une deuxième attaque. Est-ce qu'il faut porter plainte ou pas? Et vous voyez le piège, c'est que moi je me suis posé la question, est-ce que je dois porter plainte? Mais si je porte plainte, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un moment une audience quelque part. Ils vont venir à 100 ou 250. Ils vont créer une menace. Ça va, en fait, la menace à la limite, elle m'est égale, mais ils vont en faire un événement. Et donc, vous allez les servir d'une certaine manière, puisque vous allez créer la possibilité pour eux d'une manifestation et d'un événement. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Les enfants, c'est vote pour eux. Il a été réélu 2 fois, M. Macron. Avec quel... Oui, il a été élu 2 fois, vous avez raison. Avec quel succès? 8 ans, dites-moi ce qui marche. Dites-moi une chose qui marche en 8 ans. Dites-moi. Ben, je vois que vous avez du mal. Dites-moi une chose qui marche. Et ils vous répondront le chômage, il a baissé. Une chose. Non, le chômage, il a baissé dans toute l'Europe. Mais regardez toutes les catégories du chômage. Il y a une question qui est très simple. Est-ce que la France va mieux qu'en 2017? Non. Oui ou non? Non. Bon.
qui est responsable? Donc le président. Est-ce que l'État a été réformé? Oui ou non? Est-ce que la double fonction régionale, départementale, est-ce que tout ça a été réglé? Non. Qu'a fait le président de la République? Question toute bête, toute simple. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Là, j'ai pas la... Non. Si vous n'avez pas la réponse, c'est ennuyeux quand même, au bout de 8 ans. Dans le communisme, c'était ça. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, oui, mais ça marche pas, le système. Ah oui, mais on n'est pas allé au bout. Oui, bien, mais il y a quand même des morts aujourd'hui. Ah oui, mais c'est transitoire. Voilà, il est faux de dire... Nous sommes d'accord, on a compris. Mais je suis d'accord avec vous, mais essayons de synthétiser. J'ai compris, le budget a augmenté. Donc, deuxième phase. Un autre point très important, parce que je vois que nos compatriotes ont... Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce climat. Et je pense pourquoi ce climat, c'est l'élection de Trump qui a tout changé. Donc, on préfère imaginer Trump, Poutine comme adversaire à la France pour empêcher, pourquoi pas, que les peuples en Europe fassent que l'Amérique... Non, mais attendez, c'est Trump qui lâche l'Europe quand même. Oui, mais attendez, le monde... Trump est inquiétant, Poutine est inquiétant, Macron est inquiétant. Mais le monde est inquiétant. Alors après, il y a peut-être des hiérarchies. Je pense qu'effectivement, Donald Trump est très inquiétant. Eh ben moi, je ne suis pas d'accord avec vous, justement. Vous voyez, je trouve ce que j'aime chez... Ça fait du débat. Ce que j'aime chez Robert Ménard, c'est justement qu'il a le sens de la nuance et qu'il n'est pas prisonnier d'un camp. Et qu'effectivement, il a été un moment proche de Marine Le Pen, mais que sur chaque sujet, il est libre. Et ce que je regrette parfois avec les militants, c'est que si ils échappent, lorsqu'on est militant, à la doxa totale, on devient dans le camp adverse. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Comment ça bien faire? Mais je trouve qu'il a parlé au nom de tous ceux qui n'osent rien dire à Mme Rousseau, qui sont terrorisés en plateau, les journalistes, etc. Donc, sur cet échange, ça va la morale. Surtout que c'est quand même Mme Rousseau qui a accusé M. Bayou. Donc, voilà. Déraisonnable. Ah ben évidemment, parce que c'est la vérité. Déraisonnable. C'est ça qui vous ennuie. En fait, comme cette vérité vous éclate au visage... Je réagis. Mais bien sûr, ça vous éclate au visage. Et je trouve qu'il y a dans l'édito, cher Pascal, dont j'apprécie très régulièrement la plume, quelque chose qui relève, j'ai envie de dire, d'une mise sous tension qui, moi, me pose problème. Eh bien, la mise sous tension, c'est la mort d'Élias. On ne voit pas les choses pareilles, vous et moi. On ne voit pas les choses pareilles. Mais vous ne voulez pas parler des choses. Et c'est le problème. Je veux pas parler vous ne voulez pas en parler. Matin avec vous, quand vous ne voulez pas en parler. Et Madame Hidalgo... Mais on peut discuter de la manière dont on en parle. Madame Hidalgo, à partir du moment où la question est posée, elle ne veut pas entendre ça. Comme vous avez dit c'est diffamatoire. Bon, moi je répète tous les matins que je ne veux pas accabler le président de la République, mais il faut qu'il y mette un peu du sien. Il aime se mettre en... Non, il faut qu'il y mette un peu du sien, parce que et c'est la journaliste indienne. Écoutez ce passage hier de la journaliste indienne qui dit mais c'est pas drôle. Voilà, et c'est elle qui. Mais personne, c'est là pour le coup c'est déconnecté. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans des entourages où personne n'ose rien lui dire. Personne ne lui dit, mais en fait, c'est l'histoire de la dissolution, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que tu es tout seul quand tu es président de la République et il n'y a personne qui dit, non mais ça va pas. En fait, cette séquence est juste honteuse. Lamentable. Pour la démocratie française, que la maire de Paris se conduise comme ça et que ça ne fasse pas réagir tout le monde en France. C'est inimaginable. Journalistes compris. Une parole qui est muselée. Mais ça n'est pas la première fois, Pascal. Qui est muselée. Hein. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. De Paris, et moi, je prends tout le monde à témoin. Tous ceux qui nous regardent disent, mais enfin, ça ne va plus. Ce pays ne va plus. C'est insupportable. Bon, j'ai pas terminé. Non, mais ce qui est insupportable dans votre argumentation, c'est d'aller sur le terrain des tribunaux. C'est ça que je trouve insupportable. Vous dites c'est diffamatoire. Non. On a le droit en France de parler de choses sans être menacé par les tribunaux. Vous avez une psychologie de commissaire politique. Vous savez, je ne peux pas vous dire autre chose sur ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui me disent... Thomas Legrand, qui est encore pire, il dit que les présentateurs de CNews ne méritent pas le nom de journaliste. Oui, mais bon... Qui se prend-il? Non, mais Thomas Legrand, voilà, sa médiocrité est connue dans le milieu. Qu'est-ce que vous voulez je vous dis voilà, Moi, je sais que ça m'a trouvé particulièrement violent. Hein. Mais, oui, c'est très violent, mais bon, il écrit déjà pas bien, donc ne lui... franchement, moi, pour le coup, je tire pas sur les ambulances. Bon, il est sur un journal que peu de gens lisent. Son talent est quand même très médiocre. Et donc, laissons-le là où il est. Le président de la République qui ne dit pas un mot hier soir de ça. Et France 2 qui n'interroge pas, qui ne demande pas un mot à ça. Ben oui, mais elle ne s'appelait pas Naël. Hein.
Moi, j'ai pas osé dire ça. Ah ben, moi, je vous le dis. Hein. Ça s'appelait pas Naël. Donc, c'est un fait divers. C'est tout. Hein. J'ai pas, je vous assure, il n'intéresse pas le président. J'ai pas osé dire ça. J'ai pas osé dire ça parce que... Vous n'êtes pas la bonne victime. Eh oui, j'entends ce que vous dites, puisque en fait, là où... tout le monde pense ce que vous dites, au fond. Voilà. Moi, j'ai pas osé dire parce que... voilà, maintenant, presque tu fais un peu d'autocensure parce que tu dis, voilà, Vous vous rendez compte, donc il n'y a aucun conseiller qui lui dit... Aucun conseiller qui dit, mais vous allez à la télévision ce soir, les Français sont bouleversés. Sur France 2, il n'y a aucune personne qui dit poser cette question. Vous vous rendez compte ce qu'est l'espace médiatique aujourd'hui? Mais non, vous ne l'avez pas, pardonnez-moi. Il vous manque des phrases. Je l'ai, le verbatim. La gauche parisienne est dans le déni. Le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été porté par votre déni. Voilà. Il a été porté par votre idéologie de l'excuse et de l'aveuglement. C'est diffamatoire? Bah non. Elle a raison. Le tribunal le dira. Mais elle ne portera même pas plainte. Ah, si. Mais non, elle ne portera pas plainte. Nous verrons. Mais on peut. Elle ne porte. Mais on peut contester l'analyse politique. De votre point de vue, on peut. Non. On peut. Non, il n'y a pas de point de vue. Juridiquement. De votre point de vue, on peut juger que Madame Hidalgo n'a pas une responsabilité dans la mort du jeune Elias. Mais on a le droit politiquement de poser la question. Mais c'est pas diffamatoire du tout. On était avec Golnadel hier soir, tous les avocats, et elle ne portera pas plainte. En tout cas, on peut. Elle ne portera pas plainte. Parce que la plainte est irrecevable. Ce qui change aussi, si vous me permettez, c'est qu'il y a 50 ans, on n'avait pas peur de le dire, si j'ose dire. Oui. Alors que là, vous avez un président de la République qui n'a pas dit un mot. Et vous avez un président de la République qui n'a pas dit un mot dimanche et qui n'a pas été interrogé là-dessus. Mais pendant une demi-heure. Oui, mais il ne peut pas tout faire, Pascal. Non, mais pendant une demi-heure. Et il y a une volonté médiatique de ne pas parler de ça. C'est-à-dire, par exemple, hier, je regardais toutes les chaînes info. Il y a une chaîne qui s'appelle France Info. Bon, chaîne d'État. Ils ont fait que de l'intelligence artificielle toute la journée, qui ne me paraît pas la priorité du jour, si vous me demandez. Non. Mais c'est un choix idéologique. Oui, absolument. C'est ça, c'est un choix idéologique. On parle de ça parce qu'on ne veut pas parler d'autre chose. La priorité, c'est la sécurité, et on parle de l'intelligence artificielle. Dont hier, pardonnez-moi de le dire, c'est vraiment pas le sujet essentiel de la journée. Mais bien sûr. Donc la dépêche de l'AFP, non seulement ne parle pas de machette, donc ne reprend pas un des termes les plus importants des lettres des parents, mais non seulement cela, mais en plus, dans la dépêche de 15h10 que je vous lus, Elias avait été poignardé à la sortie d'un entraînement de football. Ben non, en fait, il n'a pas été poignardé. Et pareil, à 17h06, il a été poignardé, etc., pour avoir résisté au vol de son portable. Ben non. Ça. Donc moi, je suis pas. Ce qu'on appelle un état de droit, monsieur. Oui, état de droit, je suis bien d'accord avec vous, mais tant qu'il est là-bas, mais j'entends très bien, j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites. Différencie des États terroristes. Écoutez, j'entends très bien ce que vous dites, mais moi je pense à la société française et j'ai pas envie de voir sur le sol de France quelqu'un qui, parce qu'on ne pourra pas prouver qu'il a fait ce qu'il a fait, se retrouve en liberté. Voilà. Et que j'ai peur que les preuves manquent. Et notre petite conversation, de ce point de vue-là, ne m'a pas convaincu du contraire, monsieur Mangeot. Puisqu'au bout de 2 secondes, vous me parlez de l'état de droit et vous me dites que je me substitue au juge. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est qu'il soit libre. Lorsqu'on prend des lunettes de 2025 pour juger n'importe quelle époque, on parle souvent de 1940, on parle de 1960, on parle de la guerre d'Algérie, on parle de tous ces sujets-là. Ça nous invite à l'humilité. Parce que il est très difficile, lorsque soi-même on n'est pas dans l'époque, de comprendre comment cette époque précisément était. Et je fais juste un parallèle avec ce que disait François Mitterrand précisément sur cette période de 40. Il disait la grande fracture entre les uns et les autres, c'est ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est la hauteur de vue de Bruno Retailleau qui a éteint. D'accord sur le constat. Non, mais qui a éteint toutes les autres paroles. C'est-à-dire que Madame Borne à côté, on voit bien que ce n'est plus adapté, Madame Borne. Elle ne fait pas de politique, Madame Borne. Non, mais j'ai rien contre Madame Borne. Ce n'est pas une femme politique. C'est tout. C'est une techno. C'est une techno qui a ses éléments de langage et qui n'est absolument pas à la hauteur de chaque événement. Pareil, Madame Roland. Madame Roland, elle a eu cette phrase extraordinaire « Je ne veux pas faire de politique ». Elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas adaptés au moment. Attention, parce que les Français ont voté pour eux. Hein. Ils ont voté pour Madame Roland, il est possible qu'ils votent de nouveau pour elle. Donc si les Français veulent ça, ils auront ça. Je propose des solutions infiniment plus démonstratives, pour tout vous dire, et qui frappent l'imagination et qui mettent les familles et les parents dans la boucle. Je propose
que 300 policiers viennent une fois par semaine dans un lycée, qu'ils rentrent, qu'ils sortent les 1000 ou 2000 élèves qu'ils mettent dans la cour et que tous les enfants soient fouillés. Et que les parents sachent le soir si leurs enfants ont des couteaux ou pas. Je pense qu'on en est là. Il faut frapper. Ou 200, je n'en sais rien. Non, mais vous les trouvez où? Mais vous allez voir, quand les policiers vont arriver dans une cour d'école, qu'ils vont demander aux élèves de descendre dans la cour, vous allez voir ce que diront les profs, vous allez voir ce que diront les directeurs d'établissement, etc. Les parents. Et ce que diront peut-être aussi les parents. Ce qui parfois m'ennuie, il faut remettre tout en perspective sur l'époque. On fait parfois le procès, à ces pensionnats catholiques d'avoir maltraité les enfants. C'était l'univers de ceux qui s'occupaient des enfants qui parfois faisaient des choses absolument inadmissibles. On l'a vu dans le sport, parfois, avec des entraîneurs qui ont maltraité des jeunes enfants qui, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui venaient, pourquoi pas, dans des institutions sportives. On l'a vu dans toutes les écoles. Simplement, l'Église catholique a eu un mérite, c'est qu'elle elle en a parlé et elle a fait le ménage en son sein, ce que tout le monde n'a pas fait. Je pense notamment au domaine du sport, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur les violences exercées contre les jeunes filles, notamment sportives, dans les années 70 et 80. Est-ce que la Russie est une menace comme on nous le dit ? Cette question, est-ce qu'on peut la poser ? Et hier soir, je m'aperçois, je fais un tour des chaînes info, je fais un tour de toutes les chaînes services publics, une émission qui s'appelle C'est ce soir, je crois. Ils sont tous d'accord avec Emmanuel Macron. Tous. Et là, je me dis, tiens, c'est quand même étonnant, toute la gauche est d'accord, tout le monde est d'accord, Libération est d'accord, etc. Tous. Parce qu'ils sont contents d'avoir cet ennemi-là. Il y a des ennemis dont on est content. Poutine, c'est un bon ennemi. Trump, c'est un bon ennemi. L'islam radical, c'est pas un bon ennemi. Vous avez Poutine qui veut arrêter la guerre, je ne dis pas qu'il veut faire la paix, vous avez Trump qui veut faire la paix, et on a le sentiment qu'on a un président de la République qui dit non, non. On a ce sentiment. Et c'est ça, je vous assure, c'est très compliqué. La position d'Hervé Morin, vous l'avez compris quand il a dit « je ne me sens pas en sécurité », c'est des mots, on n'est plus sur des mots politiques. On est sur un autre domaine. Ressenti, oui. Voilà, on est sur un autre domaine. On est sur une inquiétude de quelqu'un qui gouverne ce pays et peut-être avec des ambitions ou des volontés masquées, dissimulées, qui peuvent nous inquiéter. Oui, bien sûr. Mais c'est sa psychologie. Hein. Non, je pose la question. Pascal, pose la question. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je pose la question. Je me dis, Vladimir Poutine l'a écouté hier soir. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important quand même ce que je dis. Veux dire, il a ciblé. Vous vous rendez compte, Vladimir Poutine, il l'a écouté hier soir, ce qu'il a entendu ? J'écoute André Valigny avec intérêt, mais je vous adore André, mais je pense que vous êtes vraiment à côté de la plaque, parce que les chars russes, ils ne sont pas à Paris, et que la menace Poutine, il y a une menace beaucoup plus forte dont je ne vous entends pas souvent parler pour la France, islamiste. Qui est islamiste. Elle est au coin de la rue. La menace islamiste, elle est au coin de la rue. Elle est dans la rue. Elle paraît beaucoup plus importante. Je suis d'accord. Et j'y vois parfois une forme de diversion avec ce qui se passe. Non, pas de ma part. Non, pas vous, mais quand on parle de la Russie, on ne parle pas des autres problèmes. Et ça, je pense que les Français l'ont bien compris. Ils ont bien compris cela, croyez-moi. Alexis Kohler, c'est un secrétaire. Mais il doit répondre. Là, il a encore 2 ans d'emprisonnement. Oui, mais vous savez très bien que personne ne viendra le chercher. Donc, je veux bien qu'on donne des leçons à la France entière. Je veux bien que la Macronie donne des leçons à la France entière. Que M. Attal sorte son petit slogan « tu voles, tu payes », etc. Je veux bien ça. Mais quand le principal collaborateur du président de la République est convoqué et qu'il fait un bras d'honneur, parce que ça s'appelle un bras d'honneur pas à la justice française, mais au Sénat, eh bien, évidemment qui gardent leurs leçons pour eux, c'est tout. Je crois que les sénateurs n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Je vous assure, contraire, je pense que les uns et les autres ont très bien compris cette affaire. Pariez toujours sur l'intelligence des gens. Oui. Mais bien sûr, ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris que cette affaire peut avoir effectivement une certaine importance. Moi, j'ai dit que c'était une affaire souvent de corps de cul, que ça ne nécessite pas d'empêcher un candidat à la présidentielle. Je le dis pour Jean-Luc Mélenchon, je le dirai pour tous les autres. Ils ont très bien compris que c'est globalement une affaire qui n'est pas de la plus importante, de savoir si
un assistant parlementaire a travaillé exclusivement pour le parti ou pour le Parlement européen et que effectivement les frontières sont poreuses, bien évidemment, qu'il y a forcément... Ils ont très bien compris tout ça, je vous assure, ils ont très bien compris tout ça. Caroline Yadan est donc l'auteur d'un rapport parlementaire avec le député du Rassemblement national Julien Audoul qui a été publié le 5 mars 2025 qui évoque les dérives communautaristes et islamistes. Je le précise, elle parle de l'islamisme dans le sport. Et le simple fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est tellement révélateur de notre époque, c'est que tout le monde a tellement peur d'aborder ces sujets-là, même la radio, en l'occurrence RMC, que RMC s'est excusé, que vous avez un chroniqueur qui se retire, qui prend du retrait, donc c'est le monde à l'envers. Si on ne peut même pas parler d'islamisme en France et des dérives possibles de l'islamisme, je le répète, il ne s'agit pas de pointer la religion musulmane, mais simplement de pointer l'islamisme. Je trouve que c'est incroyablement révélateur. Et on écoutera les excuses du présentateur, Monsieur Bribois, qui effectivement, tous ces gens... En fait, maintenant, les gens sont terrorisés.